De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Malika Acher, Gracien Rokinde-Kiza et Samuel Gembok sont toujours avec nous. Les tensions sont loin de s'être apaisées à Ardaya, dans le sud algérien. La situation semble même dégénérer. 19 personnes sont décédées ce mardi dans des affrontements communautaires, portant le nombre de victimes à 22 en seulement 2 ou 3 jours. Malgré le déploiement de la police anti-émeute et la récente visite du Premier ministre, les heurts entre les différentes communautés continuent toujours. Un imposant dispositif sécuritaire a d'ailleurs été déployé avec des renforts partis d'Alger. On fait le point avec ce sujet d'Arwa Barkala. Les portes du Sahara algérien secouées par une flambée de violence. Des affrontements entre berbères et arabes ont fait 22 morts et une dizaine de blessés en 48 heures. Dans les villes de Gerdaya et Guerrara, c'est le bilan communiqué ce jeudi 9 juillet par les autorités. C'est le plus lourd bilan depuis fin 2013, date à laquelle les heurts entre arabes et berbères ont commencé. Gerdaya, c'est une région, c'est déjà le Sahara. C'est une ville, très belle ville, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue tourisme en Algérie. C'est considéré comme là vraiment la perle du Sahara algérien. Il y a eu toujours 2 communautés qui ont coexisté, les Mozabites et puis les gens plutôt arabophones, les Mozabites étant berbères. La communauté Mozabite, comme arabes qui vivaient autour, ont coexisté ensemble, notamment sur ce que repose la cohésion sociale algérienne, c'est-à-dire la décolonisation, l'indépendance. Le dispositif militaire a été renforcé. Les vols en direction de la ville de Gerdaya ont tous été annulés. De son côté, le président Abdelaziz Bouteflika a convoqué une réunion d'urgence avec les vice-ministres de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, l'État et notamment l'administration algérienne n'a pas su maintenir et continuer des liens entre les 2 communautés. Et depuis ces 2 dernières années, il commençait à y avoir des conflits intercommunautaires. Les causes de ces affrontements restent obscures. De nombreux différends d'ordre foncier opposent berbères et arabes. Dans ce contexte, l'urbanisation galopante et l'arrivée de nouveaux habitants dans la région risquent d'exacerber encore les tensions. Arabes et berbères cohabitent pourtant depuis plusieurs siècles. Malik, un regain de violence depuis début juillet, mais les affrontements communautaires avaient commencé il y a à peu près 2 ans et demi et les raisons sont encore très floues. Oui. Quand on regarde la situation à Ardaya, Berriane et les autres cités qui l'entourent, on peut dire que ce sont des affrontements communautaires entre Mozabites berbères et arabes, les populations arabes chamba. C'est une réalité. Mais je pense que c'est réducteur parce qu'il y a une situation économique derrière qu'il faut connaître. Je pense que les transformations qui ont secoué la région, les transformations sociales, les transformations économiques peuvent expliquer cette situation. Les Mozabites fonctionnent en vase clos. C'est une communauté solidaire et elle a toujours été, je dirais, prospère sur le plan social. Il y a eu toujours une solidarité qui prévalait dans cette région. Mais les Arabes chamba, qui sont plutôt en périphérie, ont du mal, je dirais, à évoluer positivement socialement. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les emplois qu'il fallait, l'explosion démographique aggravant tout cela. Et vous avez un État algérien qui n'a pas résolu ce problème depuis des années. L'État algérien n'a pas été, je dirais, prompt à améliorer le cadre économique et social de cette région, qui a amené à des affrontements entre 2 communautés qui pourtant vivent depuis des siècles. Donc, bien sûr, c'est une chose qui heurte l'Algérie et qui heurte tous les Algériens. Maintenant, vous avez une administration qui ne reflète pas aussi la particularité de la région. Vous avez une administration qui est qui est représentée par des populations justement arabes chamba, et les Mozabites berbérophones se trouvent un peu exclus de cette administration. Donc il y a des failles. Et je pense que la réponse du pouvoir algérien d'envoyer l'armée, ça répond à une mesure d'urgence, c'est légitime. Il faut remettre de l'ordre dans cette région. Mais c'est aussi l'absence d'une politique depuis des années. On se retrouve face à cette situation dramatique parce que l'État algérien a été absent, notamment dans le sud algérien, et cela risque de se produire dans d'autres régions si le pouvoir algérien ne s'évertue pas à améliorer justement le cadre économique et social de ces régions du sud qui sont, je dirais, qui ont une diversité ethnique. Maintenant,
Non, allez-y, voilà, je voulais juste rajouter. Maintenant, il faut savoir que l'Algérie, son identité, c'est quoi? L'identité de l'Algérie, ça repose sur 3 composantes. C'est la berbérité, la mazérité, donc l'arabité et l'islamité. Dès que vous touchez à une de ces composantes-là, dès que vous titillez une des composantes, que vous privilégiez l'une par rapport à l'autre, vous aurez des relents identitaires et ces violences-là. Et l'État algérien doit être garant de cela. Il a failli dans la préservation d'un cadre où tout le monde est respecté, que ce soit dans son identité, dans sa religion ou dans sa condition sociale. Donc voilà, malheureusement, c'est en partie, je pense, les raisons qui ont amené à cette situation dramatique. Oui, Gracia, on peut clairement parler d'une situation dramatique, parce que je le rappelle, en 2 ou 3 jours, 22 personnes sont décédées. C'est dramatique, surtout pour un pays aussi calme comme l'Algérie. Ça faisait un bon moment que depuis la fin de ce qui s'est passé avec le fisc et tout ce qui était terrorisme bien avant. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une cause interne, une cause aussi que le gouvernement algérien pouvait éviter parce qu'il y avait déjà des tensions, tout le monde. Les observateurs voyaient bien qu'il y a ce problème, Malik vient d'en parler, c'est-à-dire qu'ils pouvaient déjà désamorcer la bombe, notamment en essayant de mettre, par exemple, des comités de sécurité communs. Et aussi essayer de discuter avec les gens, de constituer, par exemple, des réunions de discussion entre les gens et aussi d'intégrer ces populations qui se sentent exclues. Parce que certains peuvent se sentir exclus et se mettre au niveau du commerce. Ceux qui sont, notamment les Arabes, qui sont dans la fonction publique, peuvent voir finalement que les autres, les Mozabites, sont dans les affaires, gagnent beaucoup d'argent, alors qu'ils étaient exclus de l'administration. Cela peut créer des conflits, des frustrations. Ce qui fait que vraiment le pouvoir algérien a la mission de rassembler sa population, surtout que tous en Afrique, on a regardé l'Algérie. Ce sont les Algériens qui étaient pratiquement les porte-parole des mouvements non alignés pour nous les Africains, les porte-parole de la stabilité africaine. Et aussi, il y avait beaucoup de regards vers l'Algérie. On aimerait bien que l'unité nationale soit sauvegardée en Algérie pour que l'Algérie continue à être la lumière de l'Afrique. Malik, je laisse remoulir très rapidement avant d'interroger Samuel. Oui, il y a 2 ans, le Premier ministre disait que la situation sera définitivement arrangée, je dirais, en 3 jours. Maintenant, 2 ans après, rien n'a été fait. Donc voilà, il y a cet affichage du pouvoir algérien qui s'est rendu maintes fois à Gardaïa en disant, voilà, nous sommes avec les notables de la région, tout va s'arranger. Mais ils étaient avec les mauvaises personnes, ce n'étaient pas forcément les représentants. D'où ce problème de clientélisme. Et l'État algérien doit se défaire de certaines pratiques, sinon là, le foyer ne pourra qu'être ravivé dans les années futures. Oui, Samuel, il y a eu vraiment, c'est évident, des failles au niveau du pouvoir algérien, un manque de réactivité. Oui, un manque de réactivité qui se traduit par son incapacité à assurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Autorité pas simplement sur le plan du commandement, mais autorité aussi sur le plan de la protection sociale, sur la capacité de l'État à protéger et à promouvoir la cohésion sociale. L'État doit être parfaitement très bien informé sur les risques de clivage intercommunautaire qui mettent à mal le processus de consolidation de l'État-nation. On est d'abord algérien avant d'être berbère ou arabe. Et à partir du moment où ce sentiment n'est pas nationalement partagé par l'ensemble des Algériens, cela montre encore que l'Algérie n'a pas encore parachevé son processus de construction d'État-nation. Addis Abeba, la capitale éthiopienne, accueillera du 13 au 16 juillet 2015 une conférence internationale sur le financement du développement. Il sera notamment question de dresser un bilan en matière de réalisation des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. On fait le point avec ce sujet de Deogracia Skpodo. Selon les prévisions, l'Afrique devrait bénéficier d'environ 13,5 milliards de dollars d'investissements directs en 2015. Ceci à la faveur de l'augmentation des investissements de la Chine dans de multiples projets. La 3e conférence internationale sur le financement du développement, qui se tiendra à Addis Abeba du 13 au 16 juillet 2015, sera donc une occasion d'accroître ces financements utiles pour le développement. Mais seulement, de l'avis de certains analystes, encore faut-il un meilleur environnement du climat des affaires dans la plupart des pays. Ce qui mine le continent africain, c'est la corruption.
il faut que la justice inspire confiance aux investisseurs et à la population. Il y a l'autre partie des investissements qui seraient les investissements privés pour les investissements à but lucratif. Et là aussi, les investisseurs privés se heurtent au climat des affaires. La Grèce avait eu la confiance des Européens. Et cela aboutit à un fiasco. Ils sont incapables de rembourser ces dettes. Alors, ce qui fait que ça ne peut être réalisé qu'au niveau des banques régionales. Il s'agira donc de réévaluer les objectifs du millénaire pour le développement et de définir le rôle des partenariats et fonds mondiaux pour l'avenir. Les débats tourneront autour des thématiques comme celle des objectifs de développement durable et le financement du développement, l'impact de la future évolution démographique du continent sur sa transformation économique. Les institutions de financement régionales seront des acteurs majeurs dans l'avenir. L'Afrique a beaucoup de réserves. Elle a beaucoup de promesses à l'avenir. Il y a moyen d'attirer tous les investisseurs. Maintenant, au niveau africain global, on n'a pas encore une banque centrale africaine pour pouvoir assumer ces financements de façon supranationale. Maintenant, au niveau national, il faudrait que chaque pays puisse emprunter sur les marchés financiers. Il faudrait que la BOAD puisse s'y mettre, mais il faut contrôler ces investissements. Face à l'ampleur des besoins d'investissement et à l'insuffisance des ressources de financement, le continent devra développer des partenariats stratégiques, car les défis restent importants. Éradiquer la pauvreté, poursuivre le développement des infrastructures ou encore fournir un accès plus large à l'énergie pour accélérer la croissance. Gracia, on va peut-être d'abord revenir sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. L'ONU a récemment félicité l'Afrique dans les efforts qui ont été consentis. Donc, des gros efforts ont été fournis. Pourtant, les OMD devaient être atteints en 2015. C'est clairement pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, même si l'ONU a félicité l'Afrique, disons l'Afrique globalement, parce qu'il y a certains pays qui sont très avancés, d'autres qui sont en arrière. Il faut dire que plus il y a des pays qui se développent, on voit bien une certaine croissance. On peut parler des pays comme le Nigeria, des pays même comme l'Afrique du Sud. Mais les objectifs du millénaire ne sont pas tant respectés. Parce que, en fait, d'ailleurs, ils sont souvent pas vraiment respectés dans les pays dont les taux de croissance sont les plus élevés. Oui, justement, parce qu'avec ces taux de croissance qui sont développés, la richesse qui est créée, on a tendance finalement à ce qu'il y ait, disons, il y a beaucoup de corruption, aussi une répartition mal faite au niveau de ces revenus. Par contre, au niveau des OMD, il faut développer, il faut aller vraiment vers la masse, notamment, il parle des soins de santé pour tous, l'éducation des enfants, il y a tout ce qui est développement au niveau aussi écologique. Ce sont vraiment des éléments qui concourent à la vie des citoyens de base. Or, on voit bien, souvent, on oublie la population de base. On voit par exemple des pays comme le Nigeria où il peut y avoir des milliards d'argent qui rentrent de dollars revenant du pétrole, alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès aux soins de santé, qui n'ont même pas de logement. Ce sont des choses qu'on voit, on a parlé du Rwanda par exemple, qui veut arriver à l'objectif, atteindre les objectifs de l'OMD en 2020. On voit bien une certaine croissance. C'est aussi une volonté politique de se dire qu'on consacre une partie de l'argent pour vraiment le bien-être de la population. Et c'est de cette façon qu'on peut les atteindre. Sinon, cette croissance, on va parler de croissance de 10%, de combien de pourcents, mais finalement, elle va profiter à une certaine classe déjà privilégiée. Alors messieurs, on est en manque de temps, on va passer directement aux chiffres. 800 millions de dollars, c'est le chiffre du jour, parce qu'il faut rappeler que la Banque centrale tanzanienne avait annoncé mi-juin qu'elle allait emprunter 800 millions de dollars pour consolider ses réserves de change et financer son déficit budgétaire. Mais elle vient de reporter le lancement de cet emprunt en raison des retombées néfastes de la crise de la dette en Grèce sur les marchés capitaux. Malik, une réaction ? Oui, c'est compréhensible aussi de la part du gouvernement tanzanien. L'atmosphère actuellement est incertaine, je dirais le contexte économique social est incertain, donc je comprends tout à fait. Maintenant, si la Tanzanie réussit cet emprunt extérieur plus tard, c'est que les investisseurs lui font quand même confiance. Donc j'espère qu'elle pourra quand même rééditer cet emprunt extérieur parce qu'il y a des déficits à combler et j'espère que ça sera utilisé de manière efficiente pour combler durablement ce déficit. Parce que si on emprunte juste pour combler le déficit et derrière on fait des politiques qui accentuent le déficit, ça ne marchera pas. Et c'est un cercle vicieux. Donc j'espère que la Tanzanie s'en sortira pour cet emprunt. Samuel, ce chiffre, cette annonce, ça veut également dire que la crise de la dette en Grèce commence à avoir des conséquences sur nos économies, les économies africaines ?
Oui, nous vivons dans un monde complètement interconnecté où des économies sont interreliées et donc une crise de la dette en Europe a fortement des incidences à court ou à moyen terme sur les autres économies et la prudence observée par les banques centrales va également servir de leçon pour les emprunts qui doivent être édités à l'adresse des pays qui en sollicitent. Et donc, on n'est pas tout à fait épargné de cette situation. Il faudrait tout simplement que les pays africains puissent être davantage informés sur les crises qui peuvent, les menaces ou les potentielles crises qui peuvent secouer l'économie internationale afin de pouvoir en prendre des mesures en conséquence. Gratien, très rapidement. Très rapidement, je ne suis pas d'accord avec la position de la Tanzanie parce que quand il y a une crise en Europe, c'est-à-dire que les capitaux doivent changer, naviguer, aller là où il peut y avoir un bon avenir. C'est en Afrique. Les investisseurs ont besoin de placer leur argent ailleurs. Ils pouvaient les placer en Tanzanie où il y a beaucoup de mines, il y a le pétrole. Donc, c'est-à-dire que ça serait un bon investissement. Ils auraient eu les fonds, mais ils ont regardé en se disant il y a la crise en Grèce. La crise, elle se trouve en Grèce, elle se trouve en Europe, elle n'est pas en Afrique. Donc, pour moi, c'est une mauvaise décision parce qu'il faut toujours non pas profiter du malheur des autres, mais aussi, pourquoi pas l'Afrique. Les autres ont profité du malheur de l'Afrique. Aujourd'hui, il faut que les Africains arrivent à saisir l'occasion, éventuellement. Profiter du malheur de l'Europe. Oui, quand ça se passe mal en Europe, que les Africains en profitent. On ne doit pas être solidaire avec les Européens. Comme ça, c'est clair. Voilà. Merci, Gratien. Merci, Amira. Bonsoir à tous. Merci, Samuel. Merci, Amira. Bonsoir. Merci à vous, Malik. Merci, Amira. À bientôt. C'est donc la fin de cette émission, vous l'aurez compris, mais l'Africa Newsroom, ce n'est pas fini, puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission, toujours consacrée au Rwanda. À très vite.